Merci Sophie, merci de m'avoir donné ce rôle, bien que n'ayant pas de compétences particulières sur la question des ONG. Nous avons une dernière table ronde et merci au public d'être resté jusqu'à maintenant sur la question des ONG. Et évidemment, derrière la question des ONG se pose la question de la participation de la société civile. Par tradition, dans les sciences sociales, ça peut se discuter. On oppose la société civile à l'État. Et on a vu que dans ces questions de justice internationale, la puissance du principe étatique reste quand même très, très forte, avec derrière, bien sûr, le principe de la souveraineté nationale. Alors, nous avons une table ronde qui est dans la lignée de ce que nous venons d'entendre depuis ce matin, avec une petite particularité peut-être, c'est que nos intervenants sont tous des intervenants très engagés dans des ONG, donc qui sont sur le terrain, donc sont à la fois des chercheurs et des gens qui sont engagés sur le terrain, donc on aura un point de vue peut-être un peu différent. Alors je ne vais pas faire une longue introduction, je n'ai pas vraiment de compétences, encore une fois. Je voudrais rebondir sur une phrase qui fait partie du programme et qui a été répétée ce matin par Christian Delage. Pour la première fois dans l'histoire, en Europe comme au Proche-Orient, la fabrique du dossier probatoire se déroule en co-construction avec la société civile, en flux tendu et en temps réel. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai réagi, non pas de manière négative, mais je suis un historien, et quand un historien, on lui dit c'est la première fois, hop, voilà, il y a toutes les antennes qui s'allument, et j'ai un tout petit peu réfléchi rapidement. Alors, ce qui m'a frappé dans cette phrase, en y réfléchissant, et ce qui est important à mon avis, c'est pas tellement le rôle de la société civile, c'est le mot co-construction sur lequel je ne reviens pas, puisque c'était le sujet des deux précédentes tables rondes, mais juste pour rappeler quand même que la société civile a déjà joué un rôle important dans les précédents qui nous occupent, en particulier pour la Seconde Guerre mondiale, pas simplement pour Nuremberg. Je rappelle aussi une chose, puisque ça fait partie d'un point de comparaison possible. Les procès de Nuremberg n'ont pas été les seuls procès contre les criminels de guerre nazis. Sans refaire l'histoire de Nuremberg, il y a eu une sorte de partage des tâches qui était ce sont les grands, entre guillemets, criminels, pas entre guillemets, c'était la définition, les grands criminels seront jugés à Nuremberg par une juridiction internationale, tous les autres seront jugés par les pays. La Pologne, la France, l'Italie, etc. Bon. Et dans ces procès-là, ce qu'on appelait les procès d'épuration, mais ce n'est pas simplement les procès contre les collaborateurs, mais aussi les procès contre les membres des forces d'occupation, notamment les forces allemandes. En France, par exemple, il y a eu 20 000 dossiers. Le rôle de la société civile était déjà important. Alors, c'est une société civile un peu particulière. C'était une société civile en résistance. On a cité le cas du CDJC qui se crée précisément pour documenter les crimes nazis contre les Juifs. Mais le CDJC, qui va donner naissance au mémorial, n'est pas le seul. La plupart des mouvements de résistance, je pense notamment à la presse clandestine, l'un de ses objectifs, même si on n'envisage pas à ce moment-là, en tous les cas pas au début de la guerre, une justice internationale, est fait pour documenter les crimes avec une préoccupation qu'on n'appelle pas à l'époque la peur du négationnisme, mais pour cause, parce que le terme sera inventé beaucoup plus tard, mais avec cette idée qui est permanente, je crois, dans tous les crimes de guerre, tous les crimes de masse, quels qu'ils soient, cette peur qui est souvent même presque consubstantielle dès le début de ces crimes, c'est que dans la postérité, y compris immédiate, on ne croit pas les victimes, on nie les crimes, on efface, on soit dans un régime d'impunité, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui a existé quasiment, je dirais, qui est consubstantiel des grands crimes de masse, et notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc je voulais juste rappeler ça. Et j'ajoute, dans la même idée, puisque ça a été évoqué rapidement, le rôle de la société civile est important dans la documentation, quelles que soient les formes qu'elle prend, dans la documentation qui peut donner naissance à des procès après un conflit, et notamment des procès internationaux. Il en va de même pour la question de la mémoire. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est un peu la même chose. Le rôle de la société... Enfin, encore une fois, si on admet que la société civile est une entité en soi, mais bon, le rôle, en tous les cas, d'un certain nombre d'organismes sur le terrain, donc qui reposent sur le volontariat,
qui repose sur la bonne volonté des gens, qui ne sont pas commandités par une institution. Le problème des ONG, c'est une remarque personnelle, c'est que c'est une identité négative. Les ONG se définissent parce qu'elles ne sont pas, et non pas parce qu'elles sont. Elles ne sont pas gouvernementales, mais elles peuvent être d'une très grande diversité. Je pense qu'on va en avoir des exemples. Et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors nous avons 3 invités, même si nous n'en avons qu'une, que je remercie d'ailleurs d'être venus parmi nous. Alors, je vous présente les 3 invités. Alors, je vais présenter d'abord Yulia Kristiakova, qui est juriste, qui est chercheuse en droit humain, qui est membre de l'East Ukrainian Center for Civic Initiatives, qui est une ONG, donc ukrainienne, créée, si je ne m'abuse, en 2003, qui lutte contre les détentions illégales, les violences sexuelles et les atteintes aux droits humains et porte assistante aux victimes. Yulia a été rattachée à l'Université de Paris-Nanterre en 2022-2024 et elle a travaillé notamment dans ce qu'on appelle le programme PAUSE, qui est un programme d'aide aux universitaires étrangers en situation de difficulté. Et elle a conservé, je crois, beaucoup de liens avec la France. Encore une fois, je vous remercie d'être parmi nous. Ce que je vais faire de manière, c'est plus simple, je vais présenter les participants, les différents participants au fur et à mesure. Donc je vais vous laisser la parole pour 30 minutes. Merci. Bonjour, bonsoir à tous, à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier pour tout qui ont organisé cet événement spectaculaire. Et événement qui nous donne encore une fois leçon de notre passé. Surtout à un moment où nous disputons la question des possibles traités de paix pour l'Ukraine. C'est très important, n'oubliez pas ce que nous avons déjà eu dans notre passé. Et c'est très important de se rappeler où peut nous mener l'apaisement de l'agresseur. Donc, aujourd'hui, le sujet de mon intervention est la violence sexuelle liée au conflit en Ukraine et du rôle de la société civile dans la lutte contre les conséquences de cette violence. Tout d'abord, je voudrais commencer avec les concepts fondamentaux du sujet. Après, je voudrais montrer la différence des situations pendant 2 phases de la guerre, la phase entre 2014 et 2022, et la situation contemporaine, parce que beaucoup a été changé, et beaucoup a été changé grâce à des activités des sociétés civiles en Ukraine. Donc, la première concept, la première définition, je voudrais partager, c'est la violence sexuelle liée au conflit. Il n'y a pas de définition officielle, définition qui était faite dans le traité international ou acte international. Et majoritairement, on utilise la définition un peu descriptive qui était donnée dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle liée au conflit. Donc, cette définition dit que ce type de violence qui recouvre des actes tels que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution, désolée pour mon accent, forcée, la grossesse forcée, l'avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle d'une gravité comparable perpétrée contre des femmes, des hommes, des filles, des garçons et ayant un lien direct ou indirect avec un conflit. Mais pour l'instant, on peut trouver quelques synonymes de ces définitions, de ces termes qui désignent le même type de crimes internationaux. Mais je voudrais utiliser cette une que j'ai déjà mentionnée. Comme nous avons déjà vu dans la définition, il existe différentes formes de violence sexuelle. Parmi les plus reconnues et les plus dangereux figurent celles que vous voyez dans la présentation.
Et je voudrais souligner que dans le contexte ukrainien, les victimes des violences sexuelles ne parviennent pas toujours à identifier la violence qu'elles ont subie comme étant de nature sexuelle. Cela s'explique parfois par un manque de connaissances, par exemple dans le cas de la nudité forcée, ou dans d'autres situations par la proximité avec d'autres types de crimes, en particulier des tortures. Par exemple, dans le cas des mutilations génitales. Donc, ce n'est pas toujours facile d'identifier si ce type de violence liée aux natures sexuelles ou non. Effectivement, pour les survivants. Une autre conception fondamentale lorsqu'on parle des survivants de ce type de violence, c'est l'approche centrée sur les survivants. Elle vise à placer les droits de chaque survivant au premier plan de toutes les actions et à garantir que chaque survivant soit traité avec dignité et respect. En plaçant les survivants au centre du processus, cette approche favorise son rétablissement, réduit le risque de nouveaux préjudices et renforce son autonomie et son possibilité de prendre sa vie en contrôle. Mettre en œuvre une approche centrée sur les survivants signifie établir avec eux une relation qui favorise leur sécurité émotionnelle, sécurité physique aussi, et qui nous donne la possibilité d'installer la confiance des survivants. Toute action visant à lutter contre les violences sexuelles pendant la guerre devrait donc impliquer les personnes qui en souffrent. Et juste les survivants de cette violence peuvent clairement exprimer leur souhait et indiquer la manière, indiquer les moyens la plus efficace de mettre en place les mesures nécessaires. Je pense que cette approche est très importante pour les survivants ukrainiens parce que pendant les 8 années, leur situation était presque ignorée dans le niveau national, mais aussi dans le niveau international. C'est pourquoi l'approche centrée sur les survivants doit être considérée comme prédominante maintenant pour la situation en Ukraine. Et aussi, c'est déjà été dit aujourd'hui, mais je voudrais souligner encore une fois que la violence sexuelle, entre autres, est reconnue comme un crime international dans le statut de Rome des cours pénales internationales. Selon le contexte dans lequel elle est commise, elle peut être reconnue comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité et un génocide. Selon la pratique, la majorité des cas de violences sexuelles commises en Ukraine pendant la guerre sont qualifiés comme des crimes de guerre. La plus difficile est de prouver que les actes peuvent être considérés comme faisant partie d'un génocide. Nous avons déjà discuté cette question, mais quand même, certains collègues ukrainiens travaillent dans ce sens et c'est important de parler de génocide dans les actes russes cumulatifs parce qu'on peut parler de génocide qui était pendant les années 30 du XXe siècle et on peut parler que cette politique est continue, politique russe contre les Ukrainiens est continue pendant beaucoup d'années. Aussi, je voudrais remarquer l'importance de la responsabilité des auteurs des crimes aussi graves. Sans cela, nous ne pouvons pas parler de justice ni au niveau général, ni dans le cas individuel.
Nous voyons que les États-Unis ont proposé un projet d'accord de paix prévoyant une amnistie totale pour tous les crimes commis pendant l'invasion russe. À mon avis, cela est très dangereux et préjudiciable à la stabilité juridique et peut être particulièrement néfaste pour les survivants des crimes de guerre, des crimes de violence sexuelle y compris. Situation et contexte ukrainien. La violence sexuelle liée au conflit existait en Ukraine depuis plus de 11 ans. Entre 2014 et 2022, pendant l'agression russe contre l'Ukraine, ce problème a été soulevé principalement par des organisations non gouvernementales et les victimes qui avaient la force de parler publiquement de leur expérience. Ce sont juste les ONG qui, pendant 8 ans, ont recueilli les témoignages des survivants, identifié les auteurs de ces crimes et apporté diverses formes de soutien aux survivants. L'attention de l'État a été minimale, malheureusement. Par exemple, même si des poursuites pénales ont été engagées pour des violences sexuelles commises dans les territoires occupés par les Russes, celles-ci n'ont presque jamais été qualifiées comme des crimes de guerre. C'était qualifié comme la violence sexuelle ordinaire. Ainsi, sur la base des témoignages recueillis, le 26 septembre 2018, mes collègues du Centre d'initiative citoyenne de l'Est de l'Ukraine et collègues des Fédérations internationales des droits de l'homme ont transmis au bureau du procureur de la Cour pénale internationale une plainte pour violence sexuelle commis pendant le conflit armé dans l'Est d'Ukraine. Donc, c'était action qui était faite par l'ONG, mais pas pour l'État ukrainien. De plus, grâce au travail des ONG, il a été possible d'identifier certaines tendances dans l'utilisation de la violence dans la zone des conflits en l'Est d'Ukraine qui ont ensuite été confirmés lors de l'invasion à grande échelle. Par exemple, en identifiant les lieux où ce type de violences sont le plus fréquents, mes collègues et moi-même avons mis en évidence les suivants. C'est les lieux de détention illégaux, c'est les postes de contrôle, camps de filtration, mais aussi les zones résidentielles contrôlées par des groupes armés. Et une grande partie des crimes documentés ont été commis lors des perquisitions dans des maisons. Malheureusement, nous constatons la même tendance après 2022 selon cette question. Au cours de la première phase de la guerre, les premiers groupes de survivantes ont commencé à se former. Et je pense que c'est vraiment très important de souligner les forces des survivants, parler publiquement leur expérience tragique. Par exemple, depuis décembre 2019, un groupe de femmes ayant survécu des violences sexuelles a décidé de rejoindre le réseau mondial SEMA. Ce fut le premier groupe de survivants à attirer l'attention sur violences sexuelles et à parler de ces expériences. Et vous voyez les photos des premiers groupes, cette première groupe dans le premier workshop que nous avons organisé. Depuis le 24 février 2022, violence sexuelle est largement utilisée par l'armée russe sur les territoires occupés contre civils,
y compris les enfants malheureusement. Et situation était changée parce que les autorités ukrainiennes reconnaissent les problèmes et sa gravité. Aussi, il prend également des mesures concrètes pour enquêter sur ce type de crimes et soutenir les survivants. Mais quand même, les ONG continuent de jouer un rôle crucial dans diverses questions liées à la violence sexuelle. Tout d'abord, je voudrais parler des ONG des survivants, parce que je pense que c'est lui qui joue un rôle très important, parce qu'il peut parler leur vraie expérience. Donc, maintenant, les membres du mois 4 ONG parlent leur situation, les violences qu'ils ont vécues. Vous voyez le nom de ces 4 organisations, c'est 29e de décembre, Numo Sisters, sœurs. Oui, Alumni, c'est un groupe des hommes qui fait l'organisation. Et SEMA, donc, c'est l'organisation qui a été fondée en 2019. Ils réunissent, cette organisation réunissent des femmes et des hommes dont la majorité ont été victimes de détentions illégales dans les territoires occupés par l'armée russe. Et ils participent à diverses activités consacrées à la défense des droits des survivantes et à la promotion d'une prise de conscience générale au sujet de la violence sexuelle liée au conflit. Leur devise, leur motto principal, c'est « Rien pour nous sans nous ». Et ça indique leur exigence de respect et de prise en compte de la volonté des survivants. Et c'est toujours important, n'oubliez pas que les survivants doivent être en centre de toute action sur les questions des violences sexuelles. Parmi leurs principales activités, les ONG des survivants, tout d'abord, il y a coopération avec les autorités ukrainiennes. Et au cours des 4 dernières années, par exemple, les survivants ont participé à l'élaboration du projet de réparation provisoire urgente pour les victimes de la violence sexuelle. Il s'agit il s'agit du premier projet destiné aux survivants pendant la guerre, et c'est très important. Le projet prévoit une compensation provisoire pour tous les survivants identifiés. Et nous pouvons voir le nombre des survivants qui ont participé dans ce projet. Donc, on voit que le nombre total de demandeurs est 1208 demandes. Maintenant, nous avons 900 déjà éprouvés, donc c'est le cas identifié comme le cas vrai. Et nous avons 634 cas où les survivants déjà reçu cette somme d'argent, cette réparation urgente. C'est intéressant et remarquable que les hommes constituent le groupe le plus grand des demandeurs. C'est une situation très unique parce que pour les hommes, c'est plus difficile à parler de leur expérience des violences sexuelles. Malheureusement, maintenant, le projet est suspendu en raison d'un manque de financement, parce que le financement était assuré par les donneurs
internationaux et maintenant il n'y a pas de possibilité de continuer ce projet. Donc, comme on voit, il y a 900 cas approuvés et juste 634 payés. Donc, nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas reçu cette réparation actuellement. Aussi, au bas de ce projet, une loi ukrainienne était adoptée, c'est loi sur la protection juridique et sociale des victimes des violences sexuelles liées à agression à l'armée de la Fédération de Russie. Mais malheureusement aussi, cette loi est plus des déclarations parce que maintenant, il n'y a pas vraiment moyen comment cette loi peut être appliquée en réalité. Mais quand même, je pense que cette expérience avec le projet, avec cette loi, c'est très positif parce que si on compare les dons du projet et les dons qui étaient donnés par les forces de l'ordre ukrainiennes officielles, on voit que le projet, les participants du projet est plus nombreux que le cas officiel était ouvert par les forces de l'ordre ukrainiennes. Donc, à la mi-août cette année, c'était juste 372 cas de violences sexuelles liées au conflit enregistrés par la police ukrainienne ou l'office des procureurs ukrainiens. Et on voit cette différence immense. Donc, on peut conclure que le projet pilote attire davantage de personnes en raison du caractère informel de ces procédures. Les cas sont vérifiés en partant du principe que le témoignage fourni par le demandeur est généralement considéré comme véridique. Et c'est bien sûr pas possible par le processus pénal officiel. Mes coopérations avec les autorités ukrainiennes, ce n'est pas seule l'activité des ONG, des survivants. Maintenant, on a les activités de sensibilisation au niveau international et national aussi. Et un exemple remarquable que je voudrais parler, c'est une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies demandant d'inscrire la Fédération de Russie dans l'annexe du rapport annuel du secrétaire général sur les violences sexuelles liées au conflit. Et on peut dire cette liste de la honte. Tous les 4 ONG des survivants lançaient cette campagne internationale et grâce aux actions menées par les survivants, de nombreuses ONG ukrainiennes et internationales déjà ont signé cette lettre. Donc, à la fin de cette année, on peut voir que la Russie sera en cette liste de la honte faite par le secrétaire général des Nations Unies. Il y a aussi un sujet très important, c'est le soutien à d'autres survivants. La coopération au sein d'un réseau de personnes ayant vécu la même expérience a un effet bénéfique sur la guérison. Et en fait, les personnes ayant subi un traumatisme très spécifique ont beaucoup de mal à en parler avec les autres personnes que celles qui ont vécu des événements similaires. Et c'est important de créer cet espace entre les gens qui étaient le même contexte, qui étaient la même expérience, et ça donne vraiment très bons résultats pour les survivants.
Mais ce n'est pas juste les ONG des survivants. Il y a beaucoup d'autres ONG qui continuent à participer dans les activités liées au soutien ou documentation de la violence sexuelle en Ukraine. Actuellement, une grande partie de l'aide apportée aux survivants est apportée par des ONG ukrainiens, mais aussi par des ONG étrangères, des ONG internationales. Les principales formes d'aide sont aide juridique, soutien psychologique, aide médicale, sociale aussi. Et cette situation crée avantages et désavantages aussi. Par exemple, les inconvénients typiques quand ONG apporte soutien pour les survivants, c'est dépendance vis-à-vis des donateurs. Par conséquent, l'aide est vraiment limitée. Par exemple, limitation du soutien psychologique à un nombre d'heures précis. Il y a aussi limitation géographique des activités de l'organisation parce que pas tous les ONG peuvent participer et peuvent faire l'action dans tous les territoires ukrainiens, effectivement dans les localités éloignées. Et aussi, la situation très spécifique et le manque des compétences professionnelles chez les représentants des ONG qui est nécessaire pour fournir une aide spécifique parce que, encore une fois, les survivants ont un trauma très spécifique. Il faut connaître comment travailler avec ce type de survivants. Mais ce problème est également caractéristique pour structures étatiques aussi. Mais il y a aussi des avantages. Tout d'abord, absence de bureaucratie. Donc, les personnes qui ont envie d'aide, ils font appel directement et ils reçoivent soutien directement. En règle générale, la réponse est très rapide et en règle générale, il y a un très haut niveau d'empathie envers les survivantes. En ce qui concerne la question des documentations, nous avons beaucoup discuté aujourd'hui. En particulier des documentations des crimes de guerre dans la première phase suivant la libération des territoires occupés, territoires ukrainiens occupés. Les ONG jouent un rôle important parce que dans de nombreux cas, leurs représentants ont été les premières à se rendre sur place et à recueillir les témoignages. Mais il faut dire que les officiels des États, les officiels des forces de l'ordre critiquaient cette pratique aussi parce qu'ils ont déclaré que très souvent les preuves avaient été détruites ou endéménagées et que les témoins ou les survivants étaient traumatisés. Malheureusement, c'était le cas, mais c'est très important de dire que la participation des ONG était cruciale et maintenant est cruciale car il était évident que les capacités de l'État n'étaient pas suffisantes. Et c'est la raison pourquoi les ONG pris leur place dans cette situation et participer activement. Nous voyons donc clairement que la société civile ukrainienne joue un rôle très important et très actif dans la question liée à la violence sexuelle.
Les ONG se sont intéressées à ces problèmes bien avant l'État. Et après 2022, elles continuent à apporter un soutien important aux survivants. Il faut reconnaître la force des survivants qui se sont unis pour défendre leurs droits et faire valoir leurs besoins. Et je voudrais dire que les survivants n'ont pas seulement besoin d'un soutien financier ou matériel. La chose la plus importante pour ceux qui souffrent des crimes de guerre, y compris les violences sexuelles, c'est la justice, qui n'est pas possible sans que les auteurs de ces crimes soient tenus responsables. Et encore une fois, à l'heure actuelle, avec cet d'accord possible, d'accord de paix possible, on doit n'oublier pas que l'amnistie générale, ce n'est pas la solution, parce que ça laisse beaucoup de gens vraiment en sens injustice. Et je me permets d'affirmer que ce n'est pas juste la responsabilité des sociétés civiles ukrainiennes, mais aussi de la société civile du monde entier, ne de pas laisser injustice triompher. Les crimes de guerre doivent et peuvent être punis. Je pense que c'est en effet l'une des leçons les plus importantes du procès de Nuremberg. Nous ne devons pas l'ignorer, cette leçon. Et voici une photo de ma ville natale, Kherson, prise le jour de la libération, en 11e novembre 2022. Et pour moi, elle symbolise le fait que la guerre, ce n'est pas une question de territoire, des kilomètres carrés, c'est question des personnes qui y vivent et personnes qui toujours attendent l'armée ukrainienne. Donc, c'est important de n'oublier que c'est toujours les personnes, les survivants qui nous devons penser. Et pour finir, je voudrais encore une fois remercier pour les Français, pour la France, pour votre solidarité, pour votre soutien au peuple ukrainien. Nous en avons vraiment besoin et nous l'apprécions. Ensemble, j'espère que nous avons beaucoup à faire au nom de notre vie commune, vie en paix. Et j'espère que nous, ça fait vraiment commun, mais ne pas laisser les Ukrainiens seuls dans cette situation difficile, parce que c'est question pour toute l'Europe. Et c'est important, n'oubliez pas que cette guerre, on traite vraiment pour tout Européen. Merci beaucoup. Et j'espère que j'étais compréhensible. Rassurez-vous, vous l'avez été parfaitement. Je vous remercie pour votre exposé qui n'est, enfin, on l'a compris, c'est bien plus qu'un exposé, c'est un témoignage. Et nous allons, nous Français, nous Européens, nous citoyens du monde, essayer de vous écouter, de vous entendre. Voilà, c'est un aparté personnel. Alors, juste un commentaire, dans votre exposé, on voit aussi, dans la lignée de ce qui a été dit ce matin, la complémentarité et l'évolution. Pardon, on me donne des petits mots. Ah, bon, des petits changements de programme, excusez-moi. On voit quand même, quand on compare avec Nuremberg, qui est la matrice, voilà, est inévitable, mais il y a quand même des changements quand même assez importants. Enfin, je les mentionne parce que c'est des sujets sur lesquels je réfléchis aussi. Mais d'abord, la notion même de violence sexuelle, enfin, c'est peut-être le rappeler, mais ça n'était quand même pas une évidence. Ça n'existait même tout simplement pas à ce moment-là, que ce soit à Nuremberg, que ce soit dans les procès, les autres procès. Et Dieu sait, parce que non seulement ça n'existait pas, mais même d'un point de vue historique, il a fallu, alors je déteste cette expression, mais parfois je l'emploie, il a fallu attendre des décennies avant que cette question-là, pour la Seconde Guerre mondiale, soit documentée. Là, la nouveauté, c'est que non seulement elle est pratiquée malheureusement, mais on a quand même une prise de conscience, même s'il y a du chemin à faire. C'est la première chose.
En vous écoutant, on entend aussi ce qui était déjà un peu sous-jacent depuis ce matin, c'est le rôle de plus en plus important que prend la victime dans la prise en compte de ce type de crise. Alors bien sûr, dans les procès, il faut le dire, enfin moi je suis frappé, bon, pour m'intéresser à deux types de procès aujourd'hui, mais à quel point cette place-là a pris une centralité qu'elle n'avait encore une fois pas, même si à Nuremberg, il y a eu bien sûr des victimes, il y a eu des témoignages, bon ça on le sait, notamment grâce à Christian Delage qui avait rétabli un certain nombre de vérités sur le sujet, mais il n'y a rien à voir, il n'y a aucune comparaison possible entre la place des victimes dans des procès d'après-guerre avec la place des victimes qu'elles ont aujourd'hui, que ce soit dans des procès nationaux ou internationaux. Et ça, vous le montrez très bien. Et on voit là le rôle des ONG. Je t'ai frappé en vous écoutant par rapport à d'autres situations internationales, à quel point, alors c'est l'ONG, mais c'est surtout, il y a un facteur de proximité qui est très différent quand une ONG donc, ou un groupe de survivants, ça m'a fait penser à ce qui se passe au Rwanda notamment ou dans d'autres pays, le contact est beaucoup plus facile, le contact est probablement moins effrayant que peut l'être malgré tout un procès. Le procès c'est quand même une instance, une institution, et là je pense que les ONG jouent un rôle, et notamment la vôtre joue un rôle absolument crucial. Alors, j'avais prévu une transition, mais je suis obligé de changer puisque Nicolas Vert va être le dernier, finalement, intervenant. Donc, nous allons entendre maintenant, alors, je ne sais pas s'il faut parler d'un exposé, mais c'est surtout un témoignage d'Alexandra Matvichuk, qui est avocate, qui est directrice du Centre pour les libertés civiles de Kiev, centre qui a reçu conjointement avec l'ONG Mémorial, dont va nous parler, donc une ONG russe, dont va nous parler Nicolas Vert, le prix Nobel de la paix en 2022. Elle est vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains et elle milite pour la création d'un tribunal international afin de juger les crimes commis dans le cadre de l'agression russe contre l'Ukraine. Et donc là, nous allons avoir un témoignage vidéo et que je vais vous laisser découvrir et que je vais découvrir avec vous. Voilà. My name is Alexandra Matvichuk. I am a human rights lawyer, and it's a huge honor for me to address to this distinguished audience. I'm documenting war crimes in this war which Russia has launched against Ukraine. When large-scale invasion started, we united our efforts with dozens of organizations from different regions. We built a national network of local documentators. We covered the whole country, including the occupied territories. And working together, we jointly documented more than 91,000 episodes of war crimes. And 91,000, it's a huge amount, but still just a tip of iceberg. While this war turns people into the numbers, we are returning people their names. Because people are not numbers, and life of each person matters. Let me share with you one story from our database. This is a story of 10-year-old boy Ilya from Mariupol. When Russians tried to seize the city, they didn't allow the International Committee of Red Cross to open the green corridors and to evacuate civilians. Hence, Ilya and his mother, like thousands of people in Mariupol, had to hide in the basement of their residential building from Russian shelling. They melted snow to have water, and they made fires to cook at least some food. But when supplies ran out, they were forced to go out, and suddenly they appeared in the center of Russian shelling. Ilya's mother was hit in her head, and the boy's legs were torn. With the last strength, his mother took her son to the front apartment. It was no medical assistance because prior to this, Russians deliberately destroyed maternity hospital and entire medical infrastructure in the city. So in this front apartment, they just lay down on a couch and hugged each other. They were lying like this for several hours. And this 10-year-old boy told to my colleague how his mother died and got frozen right in his arms. Unpunished evil grows. All this hell
which we faced in Ukraine, it's a result of total impunity which Russia enjoyed for decades. Russian troops committed horrible crimes in Chechnya, in Moldova, in Georgia, in Mali, in Libya, in Syria, in other countries of the world. They have never been punished. They believe they can do whatever they want. We must break this circle of impunity. We must demonstrate justice. Let me explain this on one story. This is a story of 62-year-old civilian Alexander Shelipov. He was killed in first days of large-scale war near his house. He was civilian. He has no weapon. This tragedy received a huge media coverage only because it was a first court trial after the large-scale war started. In the court, his wife Katerina shared that her husband was an ordinary farmer, but he was her whole universe, and now she lost everything. This is meaning of justice. We must provide a chance for justice to all people affected by this war, regardless of who they are, their social position, the types of crime they endured, and whether or not media or international organizations are interested in their case. If we want to prevent wars in the future, we have to punish the states and their leaders who start such wars in present. It sounds like a common sense, but in the whole history of humankind, we have only one such a precedent of punishment for the crime of aggression. It was Nuremberg trial. And past century, it was an essential step to establish law and justice, but it also set like a norm that justice is privileged to winners because it was victorious trial. But we live in new century. We cannot wait. And justice is not privilege. Justice is the basic human rights. We have our own historical responsibility to make justice independent on fact when and how the war will end. This means that we must establish a special tribunal on aggression now and hold Putin and top political leadership and high military command of the Russian state accountable. I work with people affected by this war directly, so I know for sure they need to restore not just their broken lives, broken families, broken vision of the future, but also their broken belief that justice is possible, even though delayed in time. And let me finish with the words of hope. I know from my own experience, when you can't rely on the international system of peace and security, you can still rely on people. We get used to thinking through the categories of states and interstate organizations, but ordinary people have a much great impact that they can even imagine. I interviewed professor on philosophy, scientist Igor Kozlovsky, who spent 700 days in Russian captivity. Before that, I interviewed hundreds and hundreds of people. They told me how they were beaten, raped, smashed into wooden boxes, their fingers were cut, their nails were torn away, their nails were drilled, they were electrically shocked through their genitalia. One woman told me how her eye was dragged out with a spoon. So it was little that could surprise me. But Professor Igor Kozlovsky mentioned a detail which was insignificant for the evidence base, but it impressed me. He described how he was kept in solitary confinement in a tiny cell in basement with no window, no fresh air, no light. Sewage flows on the dirty floor, and through the opening of the sewage, the rats were crawling down. And
the tale which impressed me. This well-known in my country professor told how he gave lectures on philosophy to these rats just in order to hear a sound of human voice. And legally, Professor Kozlovsky is a victim because he was abducted, illegally detained in unhuman conditions. He was tortured so severely that he had to learn how to walk again. But he told me that all his experience, it's not a reason for him to treat himself as a victim, because the basis of our existence is dignity, not victimhood, and dignity is action. So let me finish that our struggle for freedom and for justice, despite everything, it's a life-affirming story, because these dramatic times raise hope. And hope, it's not a confidence that everything will be fine. Hope, it's a deep understanding that all our efforts have a huge meaning. Merci pour vos témoignages. Moi, je suis psychologue et je voudrais juste souligner quelque chose de très important dans les mots que vous employez. J'ai été très touchée, évidemment. Donc, moi, j'accompagne des victimes de violences en situation de pays de paix qui ont aussi du mal à mettre des mots sur les violences invisibles qu'elles peuvent avoir connues dans les systèmes de domination genrée. Je suis sensible au fait que vous utilisiez le mot « survivant » plutôt que le mot de victime. Parce qu'un survivant, c'est quelqu'un qui a survécu et ça donne une coloration active au processus de reconstruction de la personne, alors que victime peut être un terme qui enferme et qui devient identitaire. Donc ça, je voulais le souligner. Et j'aimerais vous entendre, moi, sur le choc des chiffres qui fait que vous ayez accompagné, en tout cas documenté, des cas qui concernent majoritairement des hommes. Ça, je trouve ça peut-être très positif dans une libération de la parole, mais est-ce que j'ai raison de le comprendre comme ça? Voilà. Selon le mot survivante, oui, c'est une pratique qu'on utilise dans notre travail parce que vraiment, le victime se donne le rôle passif pour les personnes. Et comme j'ai déjà dit, les survivants en Ukraine, ils voulaient bien être actifs, ils voulaient bien participer dans toutes les questions qui leur concernent. Pour moi, cette situation avec les chiffres, avec le nombre des demandeurs dans le projet des réparations, c'est aussi très intéressant parce que si on prend le nombre officiel, le cas qui était ouvert par police ou par l'office des procureurs, c'est différemment parce que là, les femmes prennent la majorité des cas. Je pense que c'était fait grâce aux procédures informelles parce que ça laisse plus d'espace pour les gens parler leur expérience. C'est pas l'enquête avec un procureur, c'est ces témoignages qui étaient donnés pour les gens qui est prêt à leur écouter et qui est prêt à réagir en certaine manière. Et je pense, grâce à cette procédure spéciale, procédure informelle, nous voyons ce résultat par les chiffres. Dans tous les processus de conquête de territoire et sur des territoires mixtes, justement, et où la puissance d'invasion ou d'agression veut séparer ce qui n'est pas séparable, c'est-à-dire des populations mélangées depuis longtemps, le corps des femmes est en fait la cible première. Donc on a
Bien sûr, enfin, ça n'est pas propre à l'Occident ni aux Russes que de développer la figure de l'alpha mâle, du héros indestructible pour justement imposer la loi de la conquête et de la conquête par le corps des femmes. Donc, dans le processus de partition entre l'Inde et le Pakistan, les victimes, enfin les crimes sexuels ont été, se comptent par dizaines, voire peut-être par centaines de milliers. Donc, c'était plutôt en réponse à monsieur, il n'y a pas là quelque chose qui serait propre à la Russie, et ça a été un élément fondamental de la purification ethnique dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Et la question, ça a été présent vraiment et discuté, il y a eu des gens jugés pour ça au TPY. Moi, ce qui m'a frappé dans le rôle des ONG en Serbie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, ça a été l'alliance qui a été créée entre les groupes de femmes militantes contre la guerre, notamment les femmes en noir, par exemple, mais d'autres ailleurs en Bosnie, en Croatie, avec les militants des droits de l'homme, et très souvent avec le monde académique, et avec des alliances qui ont consisté à documenter aussi dans une réflexion sur la critique du patriarcat et la critique du guerrier, tout ce dispositif d'atteinte à l'intégrité physique des êtres humains, et en l'occurrence là il s'agissait des femmes. Donc la question que je voulais vous poser, c'est quel type d'alliance vous développez avec d'autres ONG en Ukraine qui documentent et qui travaillent aux soins apportés aux victimes, mais aussi comment est-ce que tout ce travail que vous faites est repris au niveau de la communauté académique ukrainienne. Est-ce qu'il y a là un lien justement pour aussi essayer de déconstruire du point de vue des sciences humaines et sociales notamment les dispositifs complexes mais malgré tout bien identifiés depuis des décennies de ces agressions? Moi, personnellement, j'ai essayé de combiner tous les deux rôles parce que j'ai travaillé dans un ONG et j'ai un poste dans l'université, j'ai un PhD. Oui, c'est important de ne pas juste faire les actions dans le niveau pratique, mais réfléchir pourquoi cette situation est possible et comment il faut réagir. Mais je pense que c'est intéressant aussi, c'est un aspect intéressant sur les hommes survivants parce que ici on voit que le patriarcat, c'est pas juste contre les femmes, c'est aussi contre les hommes. Et les problèmes pour les survivants, pour les hommes survivants, parler leur expérience, c'est directement connecté à des questions des patriarcats en Ukraine. Donc, je pense pour l'instant, il y a beaucoup de niveaux pour coopération entre les ONG et le niveau académique. Le niveau des académiciens réagit très vitement sur les questions des droits internationaux pénals, parce que évidemment, avant la guerre, c'était pas le cible des intérêts pour les Ukrainiens très directement. Nous avons travaillé plus sur la question, je ne sais pas, des droits des hommes parce que c'était plus important en question des intégrations européennes, les autres questions. Mais maintenant, nous avons fait le système des recherches sur la question des droits internationaux
pénal très vaste, très intéressant, et réaction était rapide parce que tout le monde mobilisait d'un niveau possible, et c'est inspirante voir comment tout le monde réagit et continue à réagir pendant ces 4 années. Je rebondis sur l'apport du TPY et de l'ex-Yougoslavie. Un TPY qui a fait un petit peu fait progresser cette question sur le plan du droit international en évoquant le viol comme une arme de guerre. Et est-ce que ça, c'est un petit peu documenté en Ukraine? C'est-à-dire le viol, crime de guerre, c'est ce qu'on entend tout à l'heure, c'est-à-dire un peu cette idée que les soldats arrivés sur place sont complètement débridés et puis vont agresser sexuellement des hommes, des femmes, etc. Mais dans le viol, arme de guerre, il y a cette dynamique un petit peu plus systémique de se dire, voilà, le corps des hommes et des femmes se trouve instrumentalisé à un niveau plus général et à un niveau où on a ça fait partie de ce qui est attendu des soldats sur place. Exemple pratique, on ne voit pas rien processus pénal contre les soldats, rien processus pénal à Russie contre les soldats qui commis viol en Ukraine. Au contraire, on voit que les soldats qui participaient dans le massacre à Butcha, à Irpin, étaient, comment dire, ils ont reçu les témoignages comme bons soldats. Ils ont reçu awards des présidents, de la Russie. Et évidemment, c'est une preuve qui nous montre que c'est politique, et c'est politique centralisée. Et viol, pas juste viol, la violence sexuelle dans toutes les formes était utilisée comme un moyen de cette guerre. Oui. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je crois que Henri Rousseau évoquait tout à l'heure le travail fait par les historiens sur la Seconde Guerre mondiale, enfin les acquis au fond de la recherche. Et je crois qu'on peut rappeler ici quand même que du point de vue de l'approche qu'on qualifie d'anthropologique du crime de guerre, des atrocités, de la barbarie, enfin terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui, on a beaucoup quand même avancé grâce à l'équipe de Stefano Doin-Rousseau, à quelqu'un comme Christian Ingrao, à d'autres travaux d'étrangers, sur ce caractère systémique que vient d'évoquer Ninon, mais aussi sur ce qui peut se passer dans le moment même où le soldat va peut-être passer d'un comportement entre guillemets ordinaire à un comportement tout à coup criminel de très haute intensité. Parce qu'au fond, dans le projet impérialiste qu'évoque Henri, il y a aussi l'idée qu'il faut éradiquer ce que représente l'ennemi, qu'il faut même parfois l'animaliser, le détruire. Et ça concerne au fond toute la société, puisque les enfants aussi ont été déportés pour être russifiés. Donc si on ne peut pas russifier, on détruit la personne, on l'empêche de procréer. Voilà. Et avec des degrés de sadisme qui font que quand une petite fille assiste au viol de sa mère parce qu'elle est obligée, là, c'est pas un viol dont elle est victime, elle, la petite fille, mais c'est autre chose qui entre aussi en ligne de compte. Et je voudrais citer ici le film ukrainien qui s'appelle Intercepted, où, comme son nom l'indique, le film est basé uniquement sur des enregistrements sonores de conversations de soldats russes avec leurs familles. Et on a à un moment donné un soldat qui commence à expliquer comment il en est venu à pratiquer des mutilations sexuelles contre des soldats, donc contre des hommes. Alors il ne le dit pas de la manière dont je suis en train de le dire, mais il explique à sa mère qu'il est devenu fou. Enfin, je veux dire, il est conscient lui-même qu'il a franchi, qu'il a fait ce qu'on appelle, enfin ce que les psychanalystes appellent une transgression. Et il s'en rend compte et il témoigne presque auprès de sa mère en disant, tu sais,
j'imaginais jamais que je pourrais faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose une espèce de truc performatif au fond dans l'escalade de la violence sur le moment, en même temps que ces éléments systémiques évoqués par Ninon. Je suis tellement d'accord parce que si on voit les témoignages des prisonniers de guerre ces témoignages est vraiment difficile, mais il nous montre que ces pratiques est systématique. Presque chacune a malheureusement eu cette expérience. Donc c'est pas le cas d'une personne, c'est pas le cas d'une criminelle. C'est politique qui était établi par l'État, qui était établi par le sens que cette activité ne sera pas punie. Et nous voyons qu'il n'y a vraiment rien processus pénal contre les gens qui participaient dans cette action. C'est très clair que l'État, la Russie, faire cette action centralisée, en manière centralisée. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Une question pour revenir sur le cadre juridique que vous avez présenté qui concerne l'Ukraine. On ne va pas faire trop de prospective vis-à-vis de l'accord de paix qui est présenté, qui n'est qu'un point de négociation pour l'instant, mais comme on l'a dit, dans l'ordre juridique, il y a des imbrications entre l'ordre international et l'ordre national. Et dans tous les cas, les crimes dont on parle, ce sont aussi en même temps des crimes de droit commun. On espère la qualification de crime international, mais l'enlèvement des enfants, retirer les enfants aux parents, ça restera des affaires pendantes. Dans tous les cas, pour la société ukrainienne, les parents continueront de vouloir récupérer les enfants. Les femmes ou les hommes qui ont été victimes de viol peuvent demander justice devant les tribunaux de droit commun, toujours. Et alors je me demandais, la loi ukrainienne dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle apporterait dans ce cadre-là? Est-ce que le droit commun apporte déjà quelques réponses? Il y a un code pénal d'Ukraine et il était adopté le changement après 2022 et la provision des codes était tellement copy-paste des statuts de Rome. Donc maintenant, il y a des processus pénals qui correspondent à cet article, le crime de guerre, mais au niveau national. Mais comme c'était déjà dit, que malheureusement, en majorité des cas, c'est processus en absentia. Et c'est aussi difficile d'avoir une vraie justice parce que c'est juste le processus en papier. Oui, c'est important, c'est un processus qui documente les crimes, mais on ne voit pas cette responsabilité personnelle. C'est difficile, effectivement, pour les survivants, parce que c'est un processus très dur pour leur. Ils doivent encore une fois répéter leur témoignage, faire ce tour en public. Et comme résultat, il y a une décision, mais en absentia. C'est difficile, mais quand même, on peut dire qu'au niveau national, ce type de crime était déjà commencé dans le cours national. Et c'est aussi important parce que, évidemment, tous les cas, tous les crimes ne peuvent pas être dans le niveau international, dans le cours pénal international. Et justice nationale doit prendre cette situation en contrôle et faire tout ce que possible. Mais la situation est difficile parce que l'Ukraine est en situation difficile parce que le bombardement est toujours, chaque jour, par toutes les régions ukrainiennes. Et comme résultat, le travail des cours aussi est très difficile parce que quand tu n'as pas d'électricité, tu ne peux pas faire le procès.
Donc, c'est vraiment une question très difficile. Bon, avec l'autorisation des organisateurs, je vais conclure. Alors, c'est dommage parce que Nicolas Werth aurait apporté un éclairage sur une ONG particulièrement importante qui s'appelle Mémorial, donc je ne vais pas avoir la prétention de vous présenter, mais qui est une association qui est essentiellement une association mémorielle, comme son nom l'indique, qui avait pour objectif la défense de la mémoire de la répression en URSS, et qui a commencé, sauf erreur, sous la perestroïka, et qui se retrouve aujourd'hui face à un négationnisme d'État, dont les missions, et qui d'ailleurs interdite en Russie depuis 2022, je crois, enfin déjà depuis quelques années. Donc, alors, information de dernière minute, breaking news, voilà, donc Nicolas Werth fera donc une conférence spéciale sur Mémorial le 8 décembre, donc vous revenez tous le 8 décembre, voilà. Donc voilà, je vais dire avec Mémorial, voilà. Donc, alors en attendant, et si vous n'avez pas l'occasion de venir, je vous conseille, Nicolas Werth a une œuvre absolument colossale, mais je vous conseille juste un petit tract Gallimard, hein, c'est un voyage en train, c'est vite lu, ça s'appelle Poutine, historien en chef, et donc c'est, je pense, une grande partie du sujet dont il voulait traiter. Je terminerai juste par un mot, je ne vais pas faire une conclusion, mais c'est dommage parce que j'aurais aimé qu'on parle un peu de l'histoire, pas de l'histoire, mais de l'instrumentalisation de l'histoire et surtout d'une dimension qu'on a assez peu abordée finalement sur ces grands procès internationaux, c'est leur rôle mémoriel et historique. Ça paraît une évidence aujourd'hui, mais vraiment une évidence, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire, pour qui a travaillé, enfin, comme Christian, pour moi, sur la Seconde Guerre mondiale, le procès de Nuremberg a été la source de documentation absolument centrale, majeure, et même toutes les archives qui ont été découvertes, mises à jour depuis, n'ont pas remplacé cette source. Chaque procès international, c'est une évidence, mais disons-le parce que c'est très important, une source de documentation considérable. Et tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on se rend compte que la nature des documents est très différente. Les sources de Nuremberg étaient essentiellement des sources officielles qui venaient des archives nazies, qui venaient des ambassades, qui venaient de toutes les organisations. Là, on a une diversité de sources, y compris les images, bien sûr, qui va donner, et qui a déjà donné une texture aux histoires de ces conflits ou de ces crimes de masse, une autre dimension. Il y a autre chose qui est important dans ces procès, c'est que, là, je ne vais pas ouvrir un autre chapitre, mais on va enfoncer une porte ouverte. Le procès est un récit, c'est une banalité, mais c'est quand même l'un des tout premiers récits sur l'événement qui vient de s'écouler en général. Enfin, ça a été le cas pour Nuremberg, 1945, la guerre est finie depuis quelques mois. Et donc, ça offre le premier récit cohérent. Cohérent, ça ne veut pas dire qu'il est juste, hein, mais ça offre au moins le premier récit cohérent avec une particularité qui est, à mon avis, notable, c'est l'essence même d'un procès, qui est contradictoire. C'est-à-dire que vous avez, à l'intérieur d'un même procès, des points de vue, encore une fois, je dis des banalités, mais c'est très important lorsque, par la suite, vous allez avoir d'autres récits qui vont venir s'ajouter, compléter, voire complètement contredire ce qu'a pu dire à un moment le procès. Et du point de vue des victimes, là, je le sais, parce que je le vis dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui, même si ça peut paraître illusoire, notamment pour des historiens, des chercheurs, des sociologues, souvent les victimes ou les survivants, peu importe ici comment on les nomme, sont dans l'attente d'un sens. Alors évidemment, nous, ça nous fait parfois bondir. Est-ce que nous avons la capacité de le fournir? Sans doute pas. Le sens arrive de surcroît, comme dirait l'autre. Mais dans un procès, il y a des réponses qui sont données. Elles sont partielles, elles sont sans doute incomplètes, elles seront peut-être révisées par l'histoire, mais elles offrent quelque chose. Et c'est pour ça que les victimes, aujourd'hui, dans d'autres circonstances, et je pense que c'est le cas aussi dans ces procès, au moins ceux qui pourront avoir lieu, puisque là, on termine avec une interrogation sur ces futurs procès. Les victimes auront non seulement une forme de réparation, par définition, c'est le rôle même d'un procès, mais peut-être un début de réponse, de récit, sachant que le récit peut avoir, disons-le, une valeur, oui, thérapique. Voilà, merci.